Bien voilà, je vous propose que nous commencions cette soirée qui est dédiée à l'autisme et nous avons la chance de recevoir ce soir Yves van der Wecken. Merci d'avoir accepté cette invitation, Yves. Alors, Yves van der Wecken est évidemment psychanalyste, il est membre de l'école de la cause freudienne, membre de la NLS, membre de l'Association mondiale de psychanalyse et depuis une année, il dirige le CERA, qui est un centre d'études et de recherche sur l'autisme, donc qui a commencé en septembre 22 et qui se poursuivra qui se renouvelle, enfin qui commence sa deuxième année en septembre, je crois. Voilà. Et il travaille aussi dans le cartel. Un cartel a été constitué du CERA avec Jean-Claude Malval, Ève Miller-Rose, Éric Laurent et Ligia Gorini. Alors, avant de passer la parole à Yves van der Wecken, qui va nous resituer les enjeux à la fois politiques et cliniques de l'autisme qui traverse, qui accompagne l'histoire du mouvement analytique ces 20 dernières années, pour les plus récents, peut-être je peux mentionner rapidement quelques ouvrages parus sur la question. Alors, il y a évidemment l'ouvrage de Jean-Claude Malval, c'est La différence, je crois. La différence autistique, avec une préface formidable de Jacques-Alain Miller. Il y a La bataille de l'autisme d'Éric Laurent, François Ansermet qui a écrit À chacun son génome, un livre que moi-même j'avais publié sur autisme, nouveau spectre, nouveau marché. Il y a un texte de Jacques-Alain Miller qui s'appelle S'il y a la psychanalyse alors, dans un volume qui a été réuni par Christiane Alberti, Laurent Dupont et Eric Zuliani, et qui s'appelle Parents et psychanalystes pensent l'autisme. Je vous y renvoie, c'est un ouvrage absolument formidable. Et puis, il y a bien sûr le cours de Jacques-Alain Miller, en particulier le tout dernier enseignement qui doit dater de 2006-2007. Et bien sûr, Lacan quotidien. J'en oublie sûrement beaucoup de tout à fait essentiels et je vous prie de m'en excuser. Et maintenant, donc, la parole à Yves van der Wecken. Oui, merci Agnès pour ton invitation de participer à cet enseignement qui est donc un enseignement de politique lacanienne. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'y converser avec Agnès Bali, Dominique Corpelet, Laurent Demoulin et Laurent Dupont. En fait, je me suis proposé pour cette séance de prendre la parole justement à partir de ma position de directeur du CERA depuis un an, comme tu l'as rappelé, mais surtout de ce que cette année m'a appris, je dirais, sur la question de l'autisme, à la fois sa politique et sa clinique, puisque l'année académique qui s'écoule a permis donc que se déroulent 7 matinées d'enseignement du CERA qui se sont tenues avec un programme très riche et varié. Et il y a aussi eu au mois de mars la seconde journée du CERA. C'est une journée qui est biannuelle, mais dont les éditions précédentes, en période de pandémie, ne s'étaient pas tenues. Et donc, tout cela a été extrêmement riche d'enseignements et c'est un peu quelques points, je dirais, de ce qui s'est dit durant cette année que je voulais un peu relayer et converser avec vous. Alors, je rappelle, ça vaut la peine, même si ça a été à l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de le répéter plus souvent à la suite de bien d'autres, entre autres dans une émission récente de Studio Lacan, que le CERA est une réponse institutionnelle et donc politique à un moment, une réponse à l'initiative de Jacques-Alain Miller et de Christiane Alberti, Laurent Dupont, Éric Zuliani, à un moment donc en 2016 en fait, à savoir, bon, c'est un rappel, mais je pense que ça vaut la peine pour situer les choses. En 2016, le dépôt par un parlementaire d'un proche d'associations, je dirais, militantes, d'un projet de résolution qu'on pouvait qualifier d'autoritaire, et en tout cas illibéral,
qui visait à supprimer la liberté de choix des parents et des thérapeutes, bref, de chacun, quant à la méthode thérapeutique d'accompagnement des sujets autistes, en voulant imposer les seules techniques comportementales et cognitives, en visant la résolution visait explicitement, excusez du peu, à faire, je cite là, condamner et interdire par le gouvernement la pratique de la psychanalyse avec les autistes, une pratique, comme Agnès, tu l'as rappelé, qui date de très nombreuses années. Oui, mais la pratique psychanalytique, elle est avec les autistes, elle est quasi, enfin, elle est depuis presque l'invention de l'autisme, puisque l'autisme est le nom même d'autisme est une contraction d'auto-érotisme par. Oui, c'est possible. Et Freud lui avait dit. Il avait parlé de ça à Freud et Freud lui avait dit qu'il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas contracter le mot auto-érotisme, il fallait garder le concept tel qu'il était. Et l'autre récalcitrait, il lui a dit si vous cédez sur les mots, vous céderez sur les choses. Et la suite a montré qu'en effet, Freud avait eu raison. Donc, je pense que c'est dans ces échanges avec Bleuler. Voilà. L'année se poursuit en apprenant plein de choses pour moi. Alors, la résolution était un peu mal préparée, surtout excessive dans sa formulation. Et après une campagne menée par l'École de la cause freudienne et d'autres associations, la résolution n'a pas été adoptée. Mais plusieurs qui sont ici peuvent même mieux en témoigner que moi, probablement. L'action menée à l'époque révéla au moins l'état d'ignorance par manque d'information dans laquelle se trouvaient les parlementaires et le grand public quant à ces questions, voire même plus la véritable désinformation qui accourt encore par des campagnes militantes d'opinion répétées sur la psychanalyse quant à sa pratique avec les autistes. Alors, des contacts et des interpellations de parlementaires ont rectifié les choses et Christiane Alberti me faisait encore récemment remarquer qu'effectivement, une fois qu'on se mettait à parler, on était surpris comment les parlementaires votaient au fond aveuglement et sans aucune connaissance des enjeux, s'apprêtaient à voter aveuglement sans aucune connaissance des enjeux, alors que dès qu'on se mettait à parler un peu avec eux, ils pouvaient en prendre quand même un peu la mesure. Donc, ces contacts et ces interpellations ont rectifié les choses, surtout quant à la question qui est quand même fondamentale de la liberté du choix, justement au regard d'une imposition thérapeutique qui aurait été une imposition thérapeutique d'État. Mais au-delà de ça, il y a un contexte qui a trouvé là, à ce moment-là, un point d'acmé, je dirais, à la fois quant à l'autisme en tant que tel, mais aussi au regard de l'autisme quant à la psychanalyse. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce contexte qu'Éric Laurent a nommé dans un ouvrage qui fait partie de la bibliographie publiée aux éditions Navarin, La bataille de l'autisme. La première chose qu'on peut dire quant à ce contexte que j'évoque, c'est que l'autisme est devenu en quelque sorte un signifiant maître de l'époque, pour des raisons qu'il faut élucider, parce qu'au départ, c'était quand même un syndrome extrêmement précis, très isolé. Je pense que le terme isolé est important, et il a été isolé, et on pourrait même dire inventé dans des conditions historiques très précises par un psychiatre, Léo Kanner, dans les années 40, qui en avait défini précisément les contours. À partir de sa pratique clinique aux États-Unis. C'est important, c'est des choses que j'ai appris, je pense qu'ils se disent, mais en tout cas que moi je ne savais pas à ce point-là,
de situer, quand je disais que c'était dans un contexte et des conditions historiques très précises, que Kanner est un juif démocrate qui a émigré dans les années 40 aux États-Unis pour fuir le régime nazi et qui a donc isolé et inventé le syndrome autistique en rencontrant dans la clinique qu'il avait créée aux États-Unis des enfants de la diaspora juive, de la bourgeoisie la plus aisée. Donc, il isole un syndrome précis sur fond d'observation clinique à partir de quelques cas dont il donne une description précise et qui avaient, si on se fie à cette description précise, une prévalence très limitée, au fond. Et on assiste, enfin je veux beaucoup en parler, depuis lors à une extension vraiment incroyable de ce qu'on qualifie d'autisme. Alors l'année d'enseignement, pour moi, d'où je parle, a été marquée surtout par un événement majeur, on va en reparler, c'est-à-dire, et qui a orienté un petit peu toute l'année, c'est la publication aux presses universitaires de Paris 8 de l'ouvrage de Jean-Claude Malval, dont tu as parlé, qui s'appelle donc la différence autistique. Et non seulement il y a l'événement de la parution de cet ouvrage, mais l'événement est en quelque sorte marqué et redoublé par la préface de Jacques-Alain Miller, que tu as déjà mentionné, et qui n'est pas seulement d'ailleurs une préface, c'est aussi une postface, comme il dit, enfin c'est les deux en un, puisqu'au-delà de la présentation même de l'ouvrage, Jacques-Alain Miller, il propose, ou en tout cas, il entame déjà, il ouvre immédiatement, à partir des thèses qui se détachent du travail de Jean-Claude Malval, une discussion, comme il dit, une disputatio dans un souci de recherche scientifique continue de cette thèse sur l'autisme. Et donc, il engage déjà dans cette préface ce pas supplémentaire de discuter les thèses que Jean-Claude Malval y développe. Alors, justement, dans cette préface, Jacques-Alain Miller rappelle très précisément et revient justement à Kanner. Il en fait d'ailleurs, on l'évoquera un peu plus en détail aussi, au regard justement de cette extension incroyable du spectre, de ce qui est devenu le spectre autistique. Jacques-Alain Miller propose d'ailleurs, pour s'y retrouver, un retour justement à Kanner. En tout cas, il pose la question de savoir, en l'espérant, de savoir si on verra un jour un retour à Kanner. Alors, bon, puisqu'on est entre nous et que c'est aussi, je veux envie de discuter et que c'est un peu un séminaire aussi, je me disais que ça valait peut-être la peine rapidement de relire ce que Jacques-Alain Miller extrait de Kanner et dont il dit, vous trouvez ça à la page 9 de l'ouvrage de Jean-Claude Malval, que justement le texte, revenir au texte, c'est un texte en anglais, revenir au texte original de Kanner, c'est un véritable justement bain de jouvence, comme il dit pour le clinicien. Comme il précise, justement, ça fait disparaître l'immense littérature pour revenir aux traits fondamentaux, je dirais, de ce qu'il évoque comme étant maintenant l'extension inconsidérée du soi-disant spectre, puisque au moment où il écrit sa préface, il dit que bientôt un enfant sur 50 sera diagnostiqué autiste. Vous voyez l'extension du champ. Et si on a l'occasion de parler de tout ça, je transmettrai des propos d'Éric Laurent et de Christiane Alberti lors de la dernière matinée d'enseignement du CERA. On en est maintenant à 1 pour 40 bientôt. Vous verrez pourquoi.
Et donc, Jacques-Alain Miller précise que les seules références qui sont en jeu pour Kanner, ce sont des cas cliniques. Et d'ailleurs, très peu. Il a repéré qu'ils sont 11 chez Kanner et 4 chez Asperger. Enfin, bon, je vous dirai un mot. Et donc, c'est à partir d'une observation très fine qu'il fait émerger un certain nombre de caractéristiques à l'autisme qui forment donc ce que Kanner appelle un syndrome inédit, qu'il distingue justement de la schizophrénie à ce moment-là. Et c'est très essentiel, donc je les rappelle, c'est d'un côté, ce qui le distingue aussi de la schizophrénie, c'est le penchant à la solitude, insiste Léo Kanner, qui se manifeste souvent dès le début de la vie, de façon très précoce en tout cas. Par contre, on constate une relation excellente, déterminée et intelligente, dit Kanner, en tout cas une relation exclusive à des objets, et qui contraste justement avec le manque de relation aux personnes. Et voire même une indifférence aux personnes, ce qui et aux relations sociales. Alors, c'est intéressant de voir que Jacques-Alain Miller extrait que Kanner parle d'un désir qui qualifie l'autisme, ce syndrome autistique, que Jacques-Alain Miller traduit par ce désir que Kanner isole, tout ce que font les enfants, donc les enfants qui font partie de son panel, tout ce qu'ils expriment est gouverné, tous les termes sont importants, de façon rigide et constante, par un puissant désir de, et comme ça vient de l'anglais, Kanner dit un désir de aloneness et sameness. Et que Jacques-Alain Miller propose de traduire par un puissant désir d'isolement, c'est-à-dire donc le retrait du lien social et de la relation à l'autre, et sameness de mêmeté, il propose. Alors, c'est vraiment la dyade fondamentale dont Kanner fait dériver, insiste Jacques-Alain Miller, les traits observés dans l'expérience de l'autiste. Je l'ai dit très, très rapidement, mais c'est évidemment important, l'exigence du retour à l'identique d'éléments qui sont apparus dans une certaine situation et dans un même ordre. Enfin, on voit ça vraiment quand on a une pratique un peu avec les enfants autistes, comment ce qui est maintenant appelé l'immuabilité est quelque chose d'essentiel. Je connais un enfant ainsi qui a une quantité d'objets dans sa chambre et si jamais un objet bougeait d'1 millimètre, bon, j'exagère un peu, mais d'1 centimètre, il le repère immédiatement et peut faire des crises épouvantables jusqu'à ce qu'il ait pu le remettre à la place vraiment identique. Le caractère obsessionnellement répétitif des actions, ça c'est vraiment les stéréotypies. Une reproduction de phrases sans énonciation et sans jeu, souvent parfois des phrases qui sont répétées de façon robotique ou à la 3e personne ou la 2e personne du singulier. Et surtout, des mémorisations, enfin ça va avec ce que je disais sur l'immuabilité, des mémorisations extrêmement précises d'événements ou de scènes qui se répètent alors de façon ritualisée, obsessionnelle et stéréotypée. Donc, Jacques-Alain Miller, évidemment, il utilise là, ce n'est pas le terme de désir comme on l'utilise précisément en psychanalyse, mais justement, Jacques-Alain Miller
prend à son compte ce terme de l'implication d'un désir qui ne cesse pas de s'écrire, donc dit-il d'une nécessité, quelque chose qui obligatoirement se répète comme tel. Alors, ça m'a semblé important de le relire et de le rappeler, puisque Jacques-Alain Miller fait remarquer qu'on a là, dans cette descriptive clinique, une précision, une netteté, un laconisme qui tranche avec justement le fouillis actuel, je dirais, quant au spectre. Voilà. Alors, je disais que le livre de Jean-Claude Malval est un événement et qu'il a orienté toute notre année d'enseignement parce que, justement, on peut dire que Jean-Claude Malval, dans son livre, poursuit cette veine clinique précise à partir d'une ampleur d'information et de lecture que Jacques-Alain Miller souligne, validant comme il dit, sans a priori et quelles que soient les convictions doctrinales, allant vers, là aussi je pense que je cite Jacques-Alain Miller, de tout sectarisme fervent dont les comportementalistes font preuve, et dont on a vu les ramifications politiques, validant donc, Jean-Claude Malval valide toutes les recherches des thérapeutes, des chercheurs, des gens du terrain sur l'autisme, mais aussi des témoignages de parents, voire d'autistes eux-mêmes, quand ils ont pu témoigner de leur parcours de vie et de leur expérience vécue. Et donc, Jean-Claude Malval dessine vraiment enfin, il faut aller le lire, une véritable phénoménologie de l'autisme assez exceptionnelle, que chacun devrait aller lire pour sa finesse et sa complexité, et qui là aussi dessine, au point même que Jean-Claude Malval propose de faire, dans la suite de Robert et Rosine Lefort, de l'autisme, une structure qui dessine quelque chose d'extrêmement précis. Donc là, je ne vais pas citer tout le livre, je vous invite à le lire, mais il suffit d'aller dans la table des matières pour voir que il s'attarde d'abord, il reprend toute une série d'éléments qui font, comme Kanner le fait dans son texte Princeps, qu'est-ce qui fait que quand même le syndrome autistique se différencie dans certaines manifestations de la schizophrénie, par exemple l'absence de délire, l'absence d'hallucination, la question du déclenchement, enfin toutes ces questions-là, mais il y a une étude vraiment extrêmement précise et une mise en série de tout le rapport à la voix, aux façons de prendre la parole, les façons dont la parole peut soit être complètement absente, mais les formes dans lesquelles elle peut surgir dans l'autisme aussi. Enfin, c'est vraiment un travail d'extraction d'éléments cliniques qui est tout à fait remarquable, ainsi que des éléments précis quant au transfert et justement la position particulière, je dirais, que la psychanalyse a inventée quand on travaille avec les sujets autistes. Et ce qui permet à Jean-Claude Malval de dire qu'à l'encontre d'une opinion reçue, l'autiste s'intéresse beaucoup aux autres et que sa solitude n'est pas seulement fondée sur un souci de retrait social, comme il dit, mais qui est surtout une défense, donc qui a un lien à l'angoisse, évidemment, une défense contre d'un vécu dangereux du désir de l'autre, et donc un évitement du désir de l'autre. Alors, toute la question à se poser, puisque c'est surtout une soirée aussi politique, c'est de se poser la question comment, à partir de là, on peut rendre compte de cette extension de l'autisme à laquelle Jacques-Alain Miller fait référence, au point donc qu'il est devenu un signifiant maître de l'époque et un enjeu politique majeur, au point que l'autisme a été décrété grande cause nationale dès 2012, et que nous arrivons bientôt, alors
pas été revoir mes notes assez précisément, mais je pense qu'on va bientôt être au 4e ou au 5e plan autisme. Je pense que c'est le 5e, je crois, qui est en préparation. Alors, je voulais transmettre un petit peu quels sont les éléments qui permettent, ce que j'ai appris au fil de cette année, qui permettent de rendre compte de cette extension. D'abord, on peut peut-être dire, c'est un peu artificiel, mais que l'extension commence, ou en tout cas la déclinaison commence avec l'intervention d'un second psychiatre très connu qui est Asperger, donc Asperger en allemand, qui lui, et c'est important de le préciser, se déplace dans un contexte et une visée politique et historique toutes différentes. Lui écrit un article Princeps en 1943, et Asperger est un psychiatre qui est adhérent aux organisations de masse, c'est un catholique rigide et qui travaille au sein du régime nazi. D'accord. Et donc, son classement clinique et son objet de recherche répond à d'autres principes que ceux de Kanner. Et pourtant, il y a un lien, évidemment. Éric Laurent faisait remarquer qu'on est à la recherche du chaînon manquant. On dit comment Asperger a eu connaissance des travaux de Kanner, probablement par des assistants de Kanner qui ont dû lui en parler. Mais néanmoins, il n'y a aucun lien entre Kanner et Asperger. Asperger s'intéressait et travaillait avec des enfants souffrant de pathologies graves, donc de handicap graves, et dont on sait le sort que le régime nazi leur destinait. Et ce qui intéresse et ce qu'isole Asperger, c'est dans ces tableaux de déficit majeurs des compétences parfois extraordinaires, discordantes, dans une visée, enfin c'est bon de le rappeler une fois sans trop insister, mais évidemment dans une visée, c'est un psychiatre utilitariste, dans une visée d'utilité, pour voir au sein de ces déficiences, qu'est-ce qui pouvait, au sein de ces populations, quelle population pouvait encore être utile au régime. Donc il s'intéresse, lui, bien que relié au champ de la schizophrénie, à ce qui apparaît comme dans le tableau clinique général où il reconnaît l'autisme, des traits ou ce qu'on appellera maintenant des intérêts spécifiques et qui montrent parfois des performances absolument incroyables dans le registre pur au symbolique ou aux mathématiques, ou en tout cas dans la mémorisation. Ce sont des traits qui ont été vulgarisés par le film Rain Man, par exemple. Mais enfin, on rencontre ça aussi chez Daniel Tammet, qui a beaucoup témoigné de son expérience d'autisme, mais qui est, j'ai entendu ce matin justement à la radio qu'il a été maintenant largement dépassé, mais je pense qu'il est une des personnes qui, les premières, a pu réciter le plus de chiffres derrière la virgule du chiffre pi, des décimales, voilà, du chiffre pi. Donc, il a un rapport extrêmement performant et pur à la mathématique, disons, et aux chiffres. Donc, l'objet des deux psychiatres est différent et l'engagement politique fait que ces recherches, mais l'engagement politique d'Asperger a fait que ces recherches ont été cachées pendant longtemps. Et ce n'est que là aussi, il faudrait aller revérifier, mais c'est pas ça date pas des années 40, je pense que ça date des années 70 ou 80, là aussi, il faudrait aller revérifier. C'est Éric Laurent qui nous a appris tout ça, je pense par une infirmière américaine, peut-être vous le savez, je ne sais pas, qui a ressorti l'article d'Asperger, et qui a donné toute son extension
finalement et qui a finalement donné un sous-syndrome ou un nouveau syndrome, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'autisme d'Asperger. Et qui évidemment est venu résonner plus du tout avec les préoccupations du régime nazi, mais disons, Éric Laurent disait, le succès, disons, du syndrome d'Asperger ne peut s'expliquer sans le règne de la performance, de la cognition, de l'utilitarisme actuel et du discours de la science. Il y a là un point de convergence tout d'un coup, une résonance en tout cas, qui s'est fait avec l'époque. Et il faut bien le dire aussi, ça, non seulement ça a résonné avec l'époque, mais ça a donné aussi, comment dire, ça a mis la focale et donné un espoir aussi pour l'entourage, pour les thérapeutes, pour les parents, pour les sociétés, qu'il y avait, comment dire, au sein du syndrome autistique, une perspective d'ailleurs, je pense que Jean-Claude Malval reprend ça en 4e de couverture, que finalement, le syndrome autistique peut être compatible avec des réussites existentielles les plus hautes. C'est-à-dire que là aussi, ça a donné un espoir qu'on pouvait développer des compétences exceptionnelles, même si elles étaient dans des champs très particuliers, aux enfants autistes, ce qui est vrai, mais quand on a une pratique aussi avec l'autisme, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, à tous les enfants autistes. Mais ça a, je pense qu'on peut le dire comme ça, un petit peu écrasé le champ de l'autisme et ouvert à toute la dimension de surstimulation de l'enfant autiste, de rééducation, justement, et d'apprentissage. D'autant plus que ça s'accompagnait avec l'air du temps et le Zeitgeist, comme on dit, qui fait qu'il y a une stigmatisation grandissante qui s'est opérée de la psychiatrie et, comme Éric Laurent a même le rappelé aussi, plus personne ne souhaite être qualifié de psychotique ou de schizophrène et que les nomenclatures d'autisme de haut niveau, de haut potentiel, qui sont quand même des qualifications plus, le mot m'échappe, mais plus valorisantes et plus chargées d'espoir, disons. Voilà. Alors, donc ça c'est pour Asperger, mais et du syndrome d'Asperger, donc. Mais on peut aussi voir que la vulgarisation du syndrome de l'autisme, particulièrement dans son versant Asperger, résonne aussi avec des valeurs, je dirais, entre guillemets, de l'époque. L'autisme est rentré dans l'imaginaire collectif comme quelqu'un qui s'isole, qui refuse les communications sociales. C'est comme ça que c'est entendu. Et donc, ça fait un peu symptôme dans l'époque qui promeut tellement la relation à l'autre et les relations sociales. Mais d'un autre côté, dans leur modalité d'Asperger, ils ont un mode d'être qui peut résonner justement dans leur dimension de performance avec l'emprise de la technique et du chiffre sur nos sociétés numériques, justement. Et donc, il y a une dimension symptomatique de l'autisme d'Asperger qui parle, je dirais, je pense que j'ai dit ça dans l'émission de Studio Lacan, qui parle à l'époque et qui est de l'époque en même temps, enfin, où l'époque se reconnaît. Ce qui fait, comme on l'a déjà évoqué, qu'il est petit à petit diagnostiqué à une échelle de masse, sa prévalence ne cesse d'augmenter. Et donc, je l'avais dit, que Christiane Alberti rappelait dernièrement qu'un enfant sur 40 maintenant est diagnostiqué, enfin en tout cas qu'on dit que c'est la prévalence de l'autisme, 1 sur 40. D'accord.
des personnes se découvrent autistes, certains y reconnaissent des traits de leur personnalité, se revendiquent autistes, puisque, comme nous le disions, plus personne ne veut être psychotique à l'heure de ce qu'Éric Laurent disait aussi, et ce qu'Éric Laurent qualifiait dernièrement à l'heure de l'égalité des conditions, comme il dit. Je vais en dire un petit mot. Jacques-Alain Miller, on n'aura pas assez le temps, évoque aussi des traits de ce contexte dont je parlais, de ce zeitgeist dans sa préface, qui sont des choses qui nous intéressent et qui sont là pour expliquer à ses yeux aussi l'extension du champ autistique, des choses qui résonnent pour nous et que nous avons beaucoup travaillé au CERA, mais dans l'école de la cause freudienne aussi, c'est-à-dire un des éléments essentiels, c'est l'emprise de plus en plus du droit sur la clinique. D'accord. Le fait que le déficit laisse place à la différence, justement. Mais qu'aussi, comme je disais, comme le syndrome autistique résonne avec l'époque et de plus en plus de personnes se reconnaissent des traits, des symptômes, des communautés de personnes s'identifiant à l'autisme, et particulièrement à l'autisme d'Asperger, se fondent où les sujets s'y reconnaissent, je dirais. Voilà. Mais les choses vont vite. Et justement, Éric Laurent nous faisait remarquer dernièrement, je pense que c'est dans la dernière matinée d'enseignement du CERA, que l'idée de spectre se trouve déjà elle-même dépassée. Bon. Alors, je vais y revenir, mais j'ai sauté une étape, à savoir que cet accent mis sur les compétences je dirais, je ne sais pas si c'est, j'ai l'idée qu'on parle entre nous, donc je fais à la fois attention à mon mot et je dis ceux qui me viennent, mais il y a quand même une espèce d'écrasement, je dirais, du versant Asperger sur l'ensemble du syndrome autistique. Et donc cet accent mis sur les compétences arranger l'autisme dans la dimension cognitive, justement. Il s'est retrouvé versé dans le champ du handicap. C'est un moment tournant qu'il faudrait situer au moment où l'autisme a été reversé dans le champ du handicap, et beaucoup d'associations de parents ont beaucoup milité pour ça, pour des raisons parfois légitimes, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir des moyens de prise en charge. Mais qui conduit aussi à désubjectiver du coup le syndrome. Mais donc, ça a conduit, je dirais, en mettant l'accent sur ces apprentissages et l'éducation, que s'y engouffrent des idéologies et ce que j'ai appelé des intérêts obscurs. Et entre autres, il me semble que ce n'est pas étonnant que les techniques comportementales et cognitives ont vu dans l'autisme, je dirais presque un paradigme de leur méthode. J'ai presque même envie de dire que leur méthode résonne ou se moule un petit peu avec certains traits caractéristiques de l'autisme, tant il est vrai, comme on l'a déjà vu, que l'autiste parie, je dirais, sur le mental pur, mais aussi sur la répétition d'actions, sur la reproduction de situations, sur la mémorisation de patterns simples, pour justement maîtriser l'angoisse et du caractère aléatoire et intrusif de leur environnement pour se rassurer. Donc il y a quelque chose, comment je dirais, oui, qui résonne et auquel d'ailleurs certains autistes se prêtent volontiers, justement. Et donc cet ensemble a séduit les pouvoirs publics avec l'idée que finalement il suffirait de centres de diagnostic, ce qu'on appelle les CRA, des centres ressources autisme,
où on fait, et on a vu qu'on fait en sorte que de plus en plus, on verse dans la catégorie autisme toute une série de troubles. Et donc, une fois le diagnostic fait, ça séduit les pouvoirs publics parce qu'il y a cette idée, c'est comme ça dans les centres de ressources autisme, on diagnostique le trouble et puis on transmet des protocoles d'apprentissage et de rééducation à suivre par les enseignants, les parents, enfin par tout le monde. Le résultat, c'est quand même, et pour travailler dans une institution, je peux vous dire, vous certifier que c'est comme ça. Le résultat, c'est que quand même chacun se retrouve très souvent seul, justement, parents, enseignants, face à l'enfant autiste avec leur protocole à appliquer, et souvent dans un grand désarroi, même si ça séduit les pouvoirs publics, puisque ça vend une efficacité, une simplicité et évidemment un moindre coût. Tout ça étant aussi dans la perspective qui s'impose de plus en plus d'une désinstitutionnalisation, puisque là encore, alors il y a beaucoup de choses qui s'interpénètrent, mais il y a aussi toute la dimension de l'idéologie de l'inclusion dont nous avons beaucoup parlé au CERA, qui font que la dimension institutionnelle est vécue de plus en plus comme ségrégative, justement, alors qu'il y aurait vraiment beaucoup à discuter, hein, justement. Et donc, on se retrouve, par exemple, des parents d'enfants autistes sont venus témoigner de ça, et témoignent de ça. On se retrouve avec un diagnostic posé, des protocoles transmis, une inclusion à l'école, mais une inclusion à l'école qui bute, je dirais, sur la pratique et le réel de certains symptômes et impossibles qui font que bien souvent les enfants sont inscrits à l'école, considérés comme inclus à l'école et la fréquentent 2 fois 2 heures par semaine. Le résultat, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Donc ça produit d'un côté un abandon, toute cette perspective, mais de l'autre, et là vraiment il faudrait que chacun, autant les parents que les ARS, les administrations, on peut rêver, lisent un large chapitre que Jean-Claude Malval consacre dans son livre au fait, comme il le titre, que nourrir l'intelligence de l'autiste ne suffit pas, justement, parce que ça ne prend pas en compte la dimension de son angoisse, justement. Et que c'est un constat que nourrir l'intelligence de l'autiste ne suffit pas, c'est un constat qui est fait à partir des expériences et surtout à partir des témoignages d'autistes eux-mêmes, ceux qui peuvent témoigner de leur parcours de vie et qui tous rejettent justement, quand ils peuvent témoigner de leur parcours de vie, les protocoles rééducatifs pour, dans leur témoignage, toujours indiquer que c'est par une voie extrêmement singulière qu'ils ont pu trouver des stratégies, parfois répétitives, d'évitement, enfin, mais des voies singulières pour trouver des stratégies qui leur permettent de vivre mieux avec leur angoisse autistique. Parce que, et on peut mettre la dimension de la cause de côté, quelle qu'en soit la cause, l'autisme est avant tout et aussi une expérience d'angoisse existentielle majeure face à un monde subjectif où manque insignifiant organisateur du monde. D'où, mais on ne va pas du tout avoir le temps de faire ça, j'aurais pourtant bien aimé, d'où la thèse à propos du travail que fait Jean-Claude Malval, la thèse et la discussion quant à Jacques-Alain Miller et la proposition qu'il fait complexe, qu'il faut travailler, étudier, que ce qu'il fait, alors il dit qu'il est d'accord pour ne pas considérer, comment dire, qui veut bien prendre en considération que, là il faut faire très attention à ce qu'on dit, que l'autisme n'est pas identique à la psychose, mais qu'on pourrait peut-être faire usage, comme il dit,
la dimension structurale et de ce qu'il nomme, je pense, dans la préface, le noyau psychotique. Et la thèse qu'il propose, c'est que ce qui fait, avec les matins lacaniens, la marque du syndrome autistique, c'est la forclusion du S1. Alors, je me disais qu'on pourrait lire, mais on ne va pas le faire, on pourra en discuter. Et elle est d'ailleurs à travailler. Voilà. Neuss Carbonel est venu faire un travail assez remarquable lors d'une matinée du CERA que Laurent Dupont a conversé, voilà, discuté. Peut-être on pourra en discuter après, pour essayer de poursuivre cette vanne et d'essayer d'élucider ce que peut recouvrir cette forclusion du S1. Donc, je disais que les stratégies que développent les autistes sont diverses. Ça va, pour ceux qui connaissent un peu, de la machine à serrer à Grandin, du développement d'un langage des signes tout à fait particulier de Tamet. Les stratégies sont diverses, mais elles sont toujours uniques, non protocolisables et extrêmement complexes, justement parce qu'elles sont humaines, je dirais, et donc en quelque sorte psychodynamiques. Bon. Alors, l'accent mis sur la dimension haut potentiel ou autisme de haut niveau, on a vu pourquoi c'était très attractif. Cache aussi, je l'ai déjà un petit peu évoqué, et plusieurs parents sont venus témoigner de cela, cache aussi la véritable... Ça vaut d'ailleurs pour tout le champ trans aussi. Jacques-Alain Miller faisait remarquer qu'il y avait une espèce d'exaltation de la dimension de transition, mais que ça comportait aussi des détresses psychiques souvent majeures. Et justement, la dimension haut potentiel cache un petit peu la véritable détresse et la misère psychique de ce qu'on appelle, une essentialisation canérienne qui n'est pas très heureuse non plus, ce qu'on appelle les autismes profonds, hein, et qui sont... très souvent, quand on travaille vraiment au quotidien, justement exclus de ces protocoles parce qu'ils n'y répondent pas. Voilà. Et bien souvent exclus des réseaux classiques, pas de place et, comme on l'a vu, ne pouvant pas soutenir. Il y a un parent qui est venu témoigner de ça, que son fils aurait été dans l'incapacité de supporter la moindre inclusion à l'école, ne fût-ce que par le monde qu'il y a, les sonneries, le bruit, enfin bon. Tout ça est extrêmement profitable aux autistes de haut niveau, mais c'est une voie qui laisse quand même dans une détresse dramatique beaucoup de familles et beaucoup de jeunes, alors que l'autisme est quand même fondamentalement fait de crises d'angoisse, de colère, de violence aiguë qui demandent un accueil et un accompagnement extrêmement adapté. Alors, si on a le temps pour la dimension politique, je voudrais quand même encore mentionner que, bien sûr, tout ça s'inscrit, le mouvement s'inscrit aussi dans ces différentes occurrences, dans le mouvement plus large de dépathologisation dont nous avons beaucoup parlé à l'école de la cause freudienne et extrait dernièrement. Mais ça trouve encore d'autres prolongements et Éric Laurent témoignait lors de la dernière matinée du CERA que le mouvement woke a une incidence majeure aussi sur à la fois l'extension continue du champ de l'autisme et la dilution de sa définition. D'abord en promouvant, comment je dirais, promouvoir n'est pas le bon terme, mais en développant, disons, un discours anti-élite clinicienne et expert,
C'est-à-dire, il y a là quelque chose d'une élite qui est dénoncée pour le clinicien, d'une élite qui serait socialement construite, justement, et dénoncée comme étant trop verticale, justement au nom de ce qu'Éric Laurent appelait l'égalité des conditions. Mais fondamentalement, l'autisme est un enjeu majeur pour les mouvements d'intersectionnalité et woke aussi, parce que l'autisme a une caractéristique propre qui fait qu'il y a une prévalence de garçons absolument disproportionnée dans le rapport aux filles qui présentent un syndrome autistique. Je pense que c'est 1 sur 5. Voilà. Et donc, il y a, Éric Laurent faisait remarquer, un mouvement profond qui vise à disjoindre l'autisme de la clinique psychiatrique et de remettre en cause même la spécificité même du syndrome autistique tel qu'il a été isolé par Kanner, en considérant que finalement ce syndrome, qu'en tout cas que ce qui permet de répondre de cette prévalence non égalitaire, je dirais, entre filles et garçons quant au syndrome autistique, est lié au fait que le syndrome a été isolé par des psychiatres masculins, évidemment, et qu'ils ont donc été attirés par des traits qui sont des traits propres au masculin. Éric Laurent a développé, j'espère que son texte sera publié, toute une série d'études à ce sujet-là, et que finalement, le social, les troubles du langage sont des caractéristiques qui sont trop liées, trop genrées, je dirais. Et donc, il y a un mouvement très puissant aux États-Unis qui remet en cause les caractéristiques même du syndrome autistique et s'attaque donc à la spécificité même de l'autisme pour faire baisser cette différence qu'il considère comme un biais idéologique. Et donc, pardon, la généralisation du syndrome autistique est d'autant plus grande qu'elle s'accompagne de sa dissolution complète, faisait-il remarquer. Et donc, on rectifie les traits propres à l'autisme pour rendre le syndrome plus inclusif. Par ailleurs, faisait-il remarquer, il y a un véritable enjeu pour les parents eux-mêmes, un enjeu qui peut être légitime, à obtenir ce diagnostic d'autisme, particulièrement pour leurs filles, faisait-il remarquer, parce qu'il donne accès dans le monde anglo-saxon, du coup, à des droits et à des fonds plus importants une fois que le syndrome est reconnu. Et c'est ce qui est à l'horizon, évidemment, aussi des plans autisme. Donc, il y a une course qui faisait dire, d'ailleurs, à Christiane Alberti qu'on est passé du diagnostic clinique à un diagnostic administratif. Qui va avec la dimension de l'administration, des administrations sanitaires. Et donc, l'effet clinique, c'est que si la définition de l'affection ne permet pas une égalité des conditions, eh bien, alors on modifie l'affection pour mieux coller à l'égalité des conditions. Éric Laurent. Ce qui fait que, quand je disais que la dimension même de spectre se trouve déjà dépassée, le spectre reposait sur quand même l'isolement de traits objectivables et d'une démarche objective dont les différents DSM s'étaient fait les porte-paroles, c'est-à-dire isoler des symptômes précis, objectifs, soi-disant et objectivables,
donc objectivant. Mais cette démarche-là même est remise en cause par le mouvement intersectionnel aussi, puisque ça reste encore, si vous voulez, c'est comme ça que je l'ai compris, une dimension d'expertise, justement, et une dimension clinicienne, qui isole des traits cliniques. Il y a donc un rejet de plus en plus de cette position-là au profit de ce qu'on appelle des traits et des signes auto-rapportés. C'est-à-dire où ça n'est plus à l'expert ou au clinicien de venir définir les traits qui déterminent l'autisme, mais à l'individu lui-même de se reconnaître et de pointer chez lui. Et donc, ça va dans le sens de l'autodiagnostic et d'ailleurs dans le sens de la dimension du toujours plus égal à moi-même et du thème des prochaines journées de l'école de la cause freudienne, je suis ce que je dis. Enfin, on entend beaucoup de témoignages. Lors d'une des matinées aussi d'enseignement, il y avait le témoignage que quelqu'un disait « Je me suis enfin reconnu ». Donc, excite de plus en plus cette position dissymétrique de la position du clinicien, dont Jacques-Alain Miller pointait dernièrement aussi la position de plus en plus difficile à tenir d'être clinicien, puisqu'il y a un rejet de la clinique au regard du droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il disait que probablement il fallait sans regret s'insérer dans ce monde-là, tout en rajoutant que, et c'est un peu l'objectif et ce qu'on continue à faire au CERA quand même, de continuer à parier sur cette dimension clinique dans une dimension d'étude et de yeshiva, j'ai envie de dire, pour ne pas céder sur cette catégorie d'autisme parce que Patrick Landman faisait aussi remarquer que des études commencent à se faire jour aux États-Unis, qu'évidemment tout ce mouvement conduit à produire une bulle diagnostique. Une bulle diagnostique, comme on parle de bulle spéculative. Avec, je ne sais pas si vous connaissiez ça, l'émergence de la catégorie d'autisme invisible. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les campagnes contre la dépression qui avaient eu lieu il y a des années, où on faisait des campagnes pour dire vous êtes dépressif, mais vous ne le savez pas. Et donc, il y a un mouvement identique qui se produit là concernant l'autisme et aussi le surgissement, Jean-Claude Malval nous a dit préparer une étude sur cela, sur ce qu'on appelle les faux autismes. Donc, l'extension va avec sa dilution et à cet égard, peut-être je terminerai là-dessus, à cet égard, comment dire ça, ce syntagme qui court toujours concernant l'autisme, ou concernant d'ailleurs beaucoup de découvertes scientifiques, que la France est en retard par rapport au monde anglo-saxon, qui est vraiment le cheval de bataille des HAS. D'accord. En fait, la promotion par la HAS des techniques comportementales et cognitives est déjà en retard
sur le mouvement qui vient actuellement du monde anglo-saxon, si vous voulez. C'était très frappant, quand même, je voulais encore partager ça avec vous, que Patrick Landman, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de Stop DSM, est venu rendre compte lors, là aussi je pense de la dernière matinée du CERA, il faut que je reprenne rapidement mes notes là, mais est venu rendre compte de, donc vous savez que la HAS a, d'abord ça va dans le fil de la résolution parlementaire dont je parlais au tout début de mon intervention, a considéré, a remis en cause très largement l'approche psychanalytique, voire la rejeter justement, et a produit des rapports au fond dénonçant les pratiques psychanalytiques au regard des protocoles d'évaluation qu'ils mettent en œuvre. Pardon. Et c'est d'ailleurs des préconisations de techniques évidemment comportementales dans l'accompagnement de l'autisme que la HRS promeut, et une non-préconisation des techniques psychodynamiques et psychanalytiques qui se transforment en de plus en plus en interdiction. C'est un dévoiement là pour lequel d'ailleurs la HAS, Jean-Claude Landman m'a appris ça, la HAS a été condamnée par le Conseil d'État. C'est-à-dire récemment, la HAS a été condamnée par le Conseil d'État sur différents points, non seulement sur d'abord qu'il n'y avait pas un caractère injonctif de l'interdiction des pratiques psychodynamiques, mais aussi évidemment sur l'imposition, la perspective d'imposition de choix. Ceci dit, Landman faisait remarquer qu'ils n'en tiennent absolument pas compte. Et justement, il est venu témoigner qu'il s'était prêté pour une technique avec un collectif, pour une technique qui s'appelle la méthode des 3 I. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une méthode thérapeutique des enfants autistes fondée sur le jeu, sans aucun forçage, qui tranche évidemment avec les techniques comportementales et surtout les techniques ABA, qui est donc la méthode des 3 I, qui est une méthode qui a été inventée et initiée par des parents qui refusaient d'ailleurs la psychanalyse, qui rejetaient la psychanalyse. Donc, il avait l'idée que, enfin, le collectif avec lequel il s'est rassemblé avait l'idée qu'il y avait vraiment des arguments solides, puisque c'est initié par les parents, pour pouvoir, en s'appuyant sur les conclusions et les rejets de certains traits juridiques par le Conseil d'État de la HAS, ce collectif a donc obtenu d'être réentendu par la commission de la HAS après qu'ils aient fait des études randomisées. Ils ont donc voulu jouer le jeu, si vous voulez, des études randomisées tenant compte même de l'amélioration de la vie parentale pour un groupe, comment est-ce qu'on appelle ça, enfin, un groupe cible par rapport à un groupe témoin, voilà. Et donc, Patrick Landman, fort de ses recherches et de ses résultats, ont été auditionnés récemment par la HAS. Il a décrit quelque chose d'absolument scandaleux. D'ailleurs, le titre de son intervention qu'il veut publier est assez forte, sa thèse, c'est qu'il a découvert que, comme il dit, l'autisme est aux mains d'une oligarchie.
actuellement. C'est-à-dire que à la fois ils avaient dû, il témoignait que c'était vraiment un simulacre, qu'il n'y a aucune porte d'entrée auprès de la HAS, y compris quand on joue l'étude des études randomisées, puisque non seulement il y avait normalement des experts anglo-saxons qui étaient là, mais qu'ils avaient omis de faire la traduction des études en anglais, mais ils ont dû témoigner pendant 3-4 heures devant, ça s'est fait par Zoom, devant la moitié des écrans, la majorité des écrans cachés, et que la conclusion a été, malgré les résultats positifs, au regard des critères attendus par la HAS, les conclusions étaient un rejet sur les mêmes bases, il faudra les revoir aussi, sur les mêmes bases qui avaient été condamnées par le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte même actuellement des condamnations juridiques, ce qui faisait dire à Patrick Landman que la voie juridique était quand même la voie sur laquelle on a malheureusement, est une des seules sur laquelle nous avons encore malheureusement, une des seules sur laquelle on peut s'appuyer et qu'on doit s'appuyer. Voilà. Sur la voie juridique, parce qu'il avait l'idée qu'il referait condamner la HAS. Mais qu'il y a, bon, si vous voulez, ils ont essayé de jouer le jeu pour se rendre compte que il n'y avait aucun espoir et qu'il y avait vraiment, dit que ce ne sont même pas des experts qui sont à la HAS, mais que tout ça est noyauté par des personnes qui ont des positions idéologiques très tranchées. Et que donc il n'y a aucun espoir de conversation à avoir par rapport avec eux, qui fait que, je ne sais pas si vous connaissez Chovanec, il est connu en France, voilà, très bien, que Chovanec fait valoir qu'il y a un véritable scandale de l'autisme à l'œuvre. Et il le fait équivaloir, enfin, il prédit que le futur scandale tel que celui qu'on a connu dans les EHPAD, ce sera celui de l'autisme. Bon, écoutez, voilà, on peut discuter à partir. Merci beaucoup Yves pour ce parcours formidable. Moi, je dois dire que je viens de prendre un bain de jouvence. Je me suis retrouvée à t'écouter catapulter 20 ans, un peu plus de 20 ans en arrière, non, 20 ans d'ailleurs, dans les meilleurs moments de lutte contre ce qui n'était pas encore la HAS, mais qui s'appelait l'ANAS, au moment où Accoyer sortait son amendement et où nos recherches nous amenaient à découvrir en effet comment les laboratoires payaient des grands professeurs qui ensuite rendaient les avis d'experts et lesquels experts siègent à la HAS en France, mais dans toutes les commissions à tous les échelons nationaux, internationaux. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pris par des lobbies et donc c'est pas seulement une oligarchie, c'est une construction extrêmement dans mon souvenir, puisque mon livre portait là-dessus, extrêmement bien ficelé pour pouvoir vendre un certain nombre de choses. Donc, il y a le discours de la science, en effet, qui fonctionne beaucoup et qui explique comment tout ça est construit. Mais autant qu'il me souvienne, puisqu'au fond, il y a eu, je me souviens, au moins 4 ou 5 batailles de l'autisme. Il y a eu 2003, il y a eu les 2 amendements Fasquelle, il y a eu 2012, quand tu es 2016, le dernier, toi tu étais en poste à ce moment-là, tu étais président de l'école. Tu n'étais pas président, tu étais au CERA. Et quand tu as été président, il y a eu de nouveau, c'était quoi? C'était le décret d'application de la loi de santé. Mais ça prenait aussi, dis-moi si je me trompe, Laurent, mais ça prenait aussi dans son réseau quelque chose qui avait attrait éventuellement à la formation des psys, y compris pour le traitement. Oui, mais
qui était à mettre, que le projet voulait mettre sous la coupe réglée des médecins à nouveau. C'est le point qui m'a paru important dans ce que tu disais, Yves, c'est quand tu dis au fond le spectre est dépassé, je veux bien, si tu précises que ce qui prend la relève mais encore, le DSM fonctionne toujours et c'est vraiment une base formidable pour les labos. Mais admettons, si tu précises que ce qui prend le relais, c'est l'homme neuro. C'est-à-dire, au fond, le passage par le handicap comme moment absolument tournant, tant qu'on a l'idée que c'est un symptôme-ci, on peut penser qu'il y a un traitement du symptôme-ci. Mais une fois qu'on va décréter que c'est un handicap, un déficit, et on voit bien que ce qui se profile, c'est un déficit génétique, ce qui permettra de vendre les médicaments et toutes les recherches génétiques qui continueront d'enrichir les labos. Mais une fois qu'on en a fait un homme neuro, au fond, il n'y a plus rien à faire. Vous faites le diagnostic, vous appliquez les protocoles. Tout ça coûte un argent phénoménal qui va aller alimenter les labos et toutes les thérapies cognitivo-comportementales qui vont avec. Je veux bien que tu... Oui, mais j'ai appris aussi qu'il y avait donc déjà, je l'ai compris comme ça, un petit pas supplémentaire. Il y a l'homme neuro et puis il y a, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais l'autodétermination, l'autodiagnostic. Je suis ce que je dis. Voilà, exactement. Qui est promu par les woke. Voilà, et par certains mouvements ASPI aussi, enfin, qui alors peut-être, moi je n'ai pas assez étudié ça, il faut voir s'ils s'intéressent eux-mêmes à la cause du syndrome, mais ils s'y reconnaissent comme étant un mode d'être, en quelque sorte, un mode d'être qu'ils revendiquent et dont ils dénient aux cliniciens ou aux spécialistes le droit de juger pour eux, au fond. Alors ça aussi, moi, ça a été un bain de jouvence parce que quand j'étais jeune psychiatre, il y avait la même mode qui consistait à dénier au psychiatre de savoir quoi que ce soit et qui déniait aussi toute pathologie, tout ce qu'on aurait pu appeler, je mets tous les guillemets qui s'imposent, maladie mentale. Ça s'appelait l'antipsychiatrie et ça régnait dans tous les hôpitaux psychiatriques. Donc, d'une certaine façon, le formidable bond en avant que nous avons fait, c'est dénier la psychiatrie, dénier toutes sortes de pathologies, toutes sortes de symptômes, toutes sortes de souffrances. Il n'y a qu'une seule chose quand même qu'on ne peut pas dénier, c'est le réel des symptômes que tu rappelais plusieurs fois. Tu as dit à quel point ça pouvait être des angoisses existentielles énormes avec des mouvements, ce qu'on appelait autrefois mouvements classiques, on peut dire des colères, peu importe si un objet, au fond, ce qu'on peut comprendre aussi comme pour un sujet obsessionnel, quelque chose vient déranger un rite, ça va susciter une angoisse incoercible. Donc, au fond, toute la fonction du symptôme, c'est d'absorber l'angoisse pour permettre que quelque chose de la vie trouve à se réordonner. Bon. Donc, si le grand bond en avant, c'est en effet d'effacer la psychiatrie, les psys, les psychanalystes et tous les symptômes, qu'est-ce qu'on fait du réel de cette souffrance? On les laisse tout seuls dans leur coin. Bon, il y a quelque chose qui me paraît fou dingue dans l'époque. Laurent, si tu veux bien dire un mot. Oui, je voulais savoir, c'est une question, une remarque et une question, et après une autre remarque. La première, c'est, tu disais au moment de l'amendement Fasquelle que les députés étaient prêts, de la résolution, pardon, Fasquelle, étaient prêts à voter de façon aveugle parce qu'ils étaient tout à fait sous-informés. Alors là, je dirais, pour avoir été présent à ce moment-là et au CERA juste après, c'est en fait ce dont on s'est aperçu, c'est qu'au contraire, ils étaient surinformés, mais par une seule source d'information qui se voulait scientifique, qui leur fournissait des études, comme tu disais, des études randomisées, avec des schémas très clairs, battus, c'est un lapsus, bâtis sur le modèle des études de marché marketing, ce qui fait que c'était très clairement exposé. Et donc, ils avaient l'impression de voter en connaissance de cause. C'était difficile de leur reprocher. Et pour avoir discuté avec Landman assez longuement,
on a eu peut-être le tort, nous, psychanalystes, d'avoir à un moment donné, c'est une question que je vais te poser, et savoir si aujourd'hui, par exemple, le CERA a développé des outils en ce sens, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait auprès des politiques pour faire entendre? On publie des livres, mais est-ce qu'ils les lisent? Est-ce que les députés lisent les livres que nous publions? Est-ce qu'ils lisent le livre de Jean-Claude Malval? Je n'en suis pas sûr. Et donc, comment fait-on pour informer les députés de tout ce que nous avons développé comme outil, notamment, et là, je vais être très restrictif, la psychanalyse. Est-ce qu'on peut vraiment parler de la psychanalyse? Par contre, le champ freudien, la psychanalyse lacanienne a développé des outils de travail, a témoigné à plusieurs reprises et grandement de ces travaux. Est-ce qu'il existe quelque chose? Et moi, j'ai pu le mesurer quand j'étais à certaines responsabilités au CERA, la difficulté qu'on avait à transmettre auprès des politiques le travail que nous faisions. Alors, je voulais savoir ce que tu pensais de ça, et après, j'aurais une autre remarque sur le mouvement woke qui me semble très importante pour avoir travaillé dessus. Oui, j'essaie de répondre, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, c'est un point que j'avais préparé mais que je n'ai pas abordé, mais quand tu parlais de la surinformation, effectivement, on a eu l'occasion de discuter, entre autres, avec Patrick Landman, qui démontrait qu'effectivement, il y a un discours, on en a encore eu vent dernièrement, sans trop lui donner de la publicité parce qu'il y a des enjeux propres pour eux de se réintroduire dans le champ, mais enfin, il y a effectivement des campagnes d'opinion, et non seulement d'opinion et parlementaires, qui sont faites depuis des années et qui ont construit un récit mensonger sur la pratique psychanalytique auprès des autistes, avec 2-3 éléments de langage qui reviennent continuellement, qui sont martelés. C'est la culpabilisation des parents, la folie d'interpréter les rêves chez l'autiste, enfin, interpréter les rêves chez l'autiste, mais on voit, je pense, depuis de très nombreuses années, un matraquage sur la construction d'un récit faux de toute pièce, qui est une opération marketing et qui se targue d'appui et de validation scientifique. Et c'est pour ça qu'on a pu dire que l'autisme était le cheval de Troie par lequel on essaie de s'attaquer à la psychanalyse, parce que ça, je pense, c'est un peu ce que j'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinairement symptôme par rapport à l'autisme concernant toutes ces techniques. Et donc la question, effectivement, elle se pose même actuellement, si, eh bien, pas nécessairement en miroir, mais s'il ne faut pas faire valoir aussi comment dirais, la pratique extraordinairement spécifique de la psychanalyse auprès des enfants autistes, qui est longue, qui est permanente, qui donne des résultats, qui produit des témoignages, dont Jean-Claude Malval, dans son livre, isole les caractéristiques, qui ne sont pas du tout les caractéristiques de celles qui sont vulgarisées de la psychanalyse, et dont effectivement, je n'ai pas été jusqu'au bout parce que je voyais le temps passer. À la fois, notre pratique se fonde sur une clinique et des repères qui s'appuient évidemment qui s'appuient sur l'enseignement de Lacan, pour fonder notre clinique. C'est d'ailleurs ce que Jacques-Alain Miller poursuit là. Dans la suite, au fond, c'était intéressant parce qu'Éric Giuliani, je pense en introduction de la journée du CERA qui a eu lieu, faisait remarquer que Lacan n'avait pas du tout plongé, lui, dans comment dire, cette espèce d'engouement pour l'autisme, qu'il avait donné quelques indications très précises mais minimales, qui sont des repères essentiels, mais par contre, il n'a cessé, ou en tout cas, il a donné sa place dès son premier séminaire à la pratique avec des enfants autistes, à Rosine Lefort,
par exemple, dont il a commenté à partir des repères de son enseignement, aussi le CADIC, qui est maintenant reconnu comme un enfant autiste, pour pouvoir donner des repères à partir de son corpus théorique. Et il y a, à partir de là, énormément de praticiens qui s'orientent de cet enseignement, dont le champ freudien, à la suite de Robert et Rosine Lefort, qui ont d'ailleurs conduit à la création d'un cartel avec Jacques-Alain Meller, Éric Laurent, Rosine Lefort, Judith Miller, qui a fondé le CEREDA, c'est-à-dire la pratique avec les enfants, et sur lequel s'appuie nombre de praticiens, y compris dans le travail institutionnel, pour s'orienter dans cette clinique et qui ont développé, effectivement, comme tu disais, une pratique tout à fait spécifique, tout à fait originale, et qui ne cesse de démontrer, d'ailleurs le CERA donne une large place à ça, à ce travail clinique dont il faut trouver la formule pour effectivement, ça reste quand même extraordinairement difficile, pour répondre à ta question, j'espère que j'en ai pas oublié une, d'avoir une interlocution avec les parlementaires. Enfin, Tu as raison, et en même temps, comme tu le rappelais, Christiane Alberti le disait, quand au moment de Fasquelle, ils sont allés parler aux députés, quelque chose a été entendu. Pas sur le fond, mais sur la forme, puisque la résolution a été rejetée parce qu'elle excluait une pratique. C'est interdit en France d'exclure cette pratique. Le libre choix, ce que tu rappelais. Tout à fait. Néanmoins, on l'a pu le voir, ce que rappelait Agnès Aflalo, sur la question des psychologues, de l'ordre des psychologues tels qu'ils s'envisageaient très dernièrement, tout dernièrement, en 2021, qu'il y avait à nouveau une tentative de faire passer des projets et que quand on allait parler directement aux sénateurs, aux députés, ils tombaient des nues. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne sont pas informés, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, ils sont informés que dans un sens. Alors, comment se fait-il que nous rations à chaque fois la marche qui consiste à les informer avec ce que nous avons à leur dire? Ça me semble une réflexion qui est très importante, puisque quand avec Eric Zuliani, on s'est adressé à eux directement, les sénateurs, sur la question des thérapies de conversion, ils ont pu entendre quelque chose de ce que nous étions en train de leur dire, du danger de ce qui était en train de s'écrire. Sur le woke, il me semble que là, tu as soulevé des points très importants, et qu'il faut bien avoir en tête, parce que dès qu'on dit le woke, comme ça peut apparaître comme un mouvement marginal. Ça ne l'est pas du tout aux États-Unis, ça ne l'est plus du tout en France, dans le sens où c'est l'individu, et ça repose sur la notion de discrimination. Et donc, on est au-delà de la dépathologisation, un peu comme pour les entendeurs de voix, par exemple. C'est-à-dire, et Chovanec, à un moment donné, a tenu cette position, et Tammet aussi. C'est-à-dire que, finalement, eux s'en sont débrouillés de leur autisme sans avoir recours à quelconque thérapie venant de l'extérieur. Tammet s'est appuyé sur ses parents, Chovanec également, Affinity Therapy, j'ai oublié le nom de ce skid. Bref, aussi c'est avec ses parents. Mais s'il n'y avait pas eu les parents, comment ces mômes s'en seraient sortis? Tammet, tu le rappelais, trouve une première combinatoire à partir des couleurs. Assez proche d'ailleurs de ce que Rimbaud avait dit à propos des couleurs des voyelles. C'est-à-dire, il transforme la langue et le monde à partir de couleurs. Les mathématiques lui servent comme combinatoire plus complexe et donc lui permettent de rendre le monde, de traiter encore plus de données. Mais le nombre pi, ce qui est très intéressant pour Tammet, c'est qu'il utilise les décimales comme de la poésie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mathématiques, il n'y a aucune logique, mais cette récitation, comme les derviches-tourneurs, produit sur lui-même une sorte d'abstraction du monde. Il le dit très très bien, je l'ai rencontré, on en a parlé, et il a comme ça quelque chose qui le met à l'extérieur et le protégeait. Et depuis, aujourd'hui, il écrit de la poésie, Tammet écrit de la poésie, et donc, ça va dans le sens du discours woke, en fait, c'est-à-dire que l'individu lui-même, en tant que tel, doit être abstrait de tout autre qui viendrait lui dire comment faire
ou qui viendrait se mettre en position patriarcale, normative, de domination, et donc viendrait le discriminer comme sujet autiste. Et c'est ce que disait Agnès, c'est nier le réel auquel les parents, ces sujets ont affaire. Et je pense qu'il faut bien voir que là, c'est un discours très important qui est en train de prendre une très grande ampleur parce que c'est au nom du bien. Voilà, les TCC, c'est au nom de la cure, de curer ces enfants. Voilà, du care, de les soigner. Là, le discours woke, c'est pas du tout ça. On lutte contre une discrimination. Et donc, au nom du bien, ça a pris des proportions. Et je peux vous dire qu'en France, actuellement, il y a des diagnostics d'autisme et des revendications de « je suis autiste, je me suis reconnu ». Et c'est comme « je suis », c'est ce que vous rappeliez Agnès et Yves, c'est comme « je suis X, je suis ce que je dis » et ce n'est plus attaquable. Et ça se passe à Mantes-la-Jolie, par exemple. Voilà. Et donc, je trouve que tu nous as alertés là-dessus. C'est très important parce que c'est une question de plus en plus prégnante. On en prend acte, mais on a sans doute quelque chose à dire. Chovanec défend ça, ou en tout cas, parce qu'en même temps, je l'ai entendu aussi, enfin, il est aussi à l'avant-pointe. Il soutient pas vraiment la désinstitutionnalisation. Il accepte de venir. Il est venu en Belgique dans l'une ou l'autre institution, et il craint beaucoup le laisser tomber et ce qu'il appelle le manque d'humanisme qui est en train de prendre de plus en plus ampleur. Enfin, il est quand même très proche. De la dimension, c'est pour ça qu'il parle du scandale, je pense, autistique, de la dimension de l'abandon dans lequel sont restés, et dont je pense, c'est à la fois formidable, mais dont des Chovanec, dont des Tammet cachent, enfin, en quelque sorte, la déréliction énorme. Enfin, bon, vous savez, à la fois c'est extraordinairement, pour certains, à juste titre, décrié, mais il y a des institutions remarquables en Belgique qui travaillent avec les enfants autistes. Absolument. Et le manque de place dont on parle en France, c'est un manque de place, certes, il y a un manque de place, mais ils viennent surtout en Belgique pour des raisons qu'ils ne trouvent aucune place. D'accueil singulier. D'accueil, bien sûr. D'accueil, et d'accueil de la lourdeur de la pathologie qu'ils présentent. Oui. Et qui n'ont la douleur de vivre, en qui tout cas. n'ont pas grand-chose à voir avec l'autisme d'Asperger, enfin, qui peuvent avoir des intérêts spécifiques, mais qui ne sont pas de l'ordre des grandes constructions mentales. Merci Yves. Alors, je voudrais revenir sur un point que Laurent Dupont vient de mentionner et qui fait lien avec un des points que tu as mentionné, Yves. Laurent disait, en mentionnant Tammet et d'autres, au fond, ça sert le discours woke parce que c'est la famille qui s'en est occupée. Et donc, au fond, voilà, c'est l'individu tout seul et il ne faut pas le discriminer, etc. Alors, la famille s'en est occupée. Au fond, avant que la psychanalyse existe, il y avait sûrement des tas de difficultés, de mal de vivre pour un certain nombre de personnes. Et soit les familles, soit les traditions locales prenaient en charge, inventaient, bricolaient. Ça allait entre un certain usage dans une certaine communauté et puis des bricolages spécifiques à tel ou tel. Bon. Nous sommes dans une époque, tu as évoqué le droit, nous sommes dans une époque où le symbolique s'efface de plus en plus, avec lui les traditions, et plus les traditions s'effacent, et plus ce qui monte en puissance, c'est le droit. Et comme le rappelait Laurent à l'instant, Laurent Dupont, au fond, l'idéologie woke n'est pas quelque chose de marginal, c'est un mouvement de fond qui prend appui sur j'allais dire, le délit de discrimination. Au fond, ce que vous allez faire, ce que vous allez mentionner, le symptôme que vous allez nommer, déjà, vous êtes en train de discriminer. Il n'en est pas question.
Alors, qu'est-ce qui vient… C'est une insulte. Qu'est-ce qui vient… Non, c'est un délit, c'est un délit. Qu'est-ce qui vient répondre dans nos sociétés quand on commet un délit de discrimination? C'est le droit. Et donc, il y a un appel de façon proportionnelle où la tradition, le symbolique s'effondre, la tradition s'effondre et la discrimination, au fond, conformément aux prédictions du docteur Lacan, la discrimination monte de plus en plus. Le droit est supposé dire à nouveau l'égalité des droits de l'homme et du citoyen, si je puis dire. Bon. Et donc, on se trouve avec une montée en puissance du sujet du droit. C'est pas pour rien qu'en effet, si on reprend les offensives politiques contre la psychanalyse en général et l'autisme en particulier, à chaque fois, c'est venu du temple du droit, puisque ce sont les législateurs qui, c'est l'amendement Accoyer, c'est les amendements Fasquelle, c'est le dernier décret d'application sur la loi de santé. Fasquelle prévoyait de pénaliser, c'est-à-dire c'était au pénal si on utilisait l'autisme. Bon. Et donc, on voit cette montée, évidemment, donc il y a toute la bataille, je vous renvoie au Nouvel Âne avec ce journal qu'on avait sorti à ce moment-là avec Jacques-Alain Miller et beaucoup ont participé, enfin, il y a beaucoup de choses à consulter, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a cet appel au droit. À chaque fois, la psychanalyse a répondu. À chaque fois, la psychanalyste est allée chercher le parlementaire avec l'idée qu'il y avait en effet une propagande. Vous appelez ça marketing parce que vous êtes mesuré, je le suis un peu moins. J'oserais aller jusqu'à propagande. Et donc, en effet, une désinformation méthodique. Et à chaque fois, en effet, que les parlementaires sont quand même des gens sensés. Et quand on leur expliquait un autre versant, en effet, ils étaient étonnés et bien volontiers, ils acceptaient. Bon. Et donc, il y a sûrement à continuer ça. Il faut inventer la façon. Mais je voudrais rappeler au fond un point que Jacques-Alain Miller a mentionné. Je crois que ça doit être dans un des Lacan quotidiens. Je parle sous le contrôle d'Anne Ganivet qui me dit, si je me trompe, qu'au fond, il y a une opposition foncière entre le sujet du droit et le sujet de l'inconscient. Le sujet du droit, disait Jacques-Alain Miller, est identique à lui. Au fond, il est compatible avec le sujet woke qui dit « je suis ce que je dis et rien d'autre et n'allez pas me coller la moindre étiquette ». En revanche, le moindre par-lettre, le moins être parlant plongé dans le dispositif analytique fait l'expérience d'une part, quand on lui dit nommez-vous, etc. Mais il ne sait pas, il fait déjà l'expérience qu'il y a des tas de choses qui le font souffrir, il ne sait même pas les nommer, il ne sait même pas la cause. Donc premièrement, en effet, qu'il peut y avoir ce que Freud a découvert qui s'appelle l'inconscient, et deuxièmement, qu'il est divisé à l'égard de ça, qu'il n'est pas tout d'un bloc sûr de lui, etc. Et que donc, en effet, permettre à un sujet, parce que je crois que c'est quand même ce que vous faites quand tu parles des institutions en Belgique, c'est quand même de permettre à quiconque souffre, simplement souffre, que ce soit les parents qui se fassent porteurs de cette souffrance, qui ont envie d'aider leur enfant et qui ne savent pas comment faire, que ce soit un sujet lui-même qui dise que c'est trop difficile, qu'on puisse le prendre au sérieux et lui permettre quelque chose, sans forçage, sans contrainte, une offre est la plus singulière possible. Donc, je voudrais que tu reviennes, si tu veux bien, et sur le sujet du droit et sur l'offre la plus singulière qui est proposée et qui me semble une alternative quand même à ces protocoles TCC que Freud condamnait déjà. Enfin bon. Sur l'offre singulière, c'est déjà, comment dire, avec la conception du sujet, enfin, c'est proprement analytique, mais je pense que la première grande dimension, c'est la dimension d'accueil, justement, d'accueil, au sens de lieu, de lieu où, enfin, les parents témoignent justement qu'ils n'ont pas de lieu où ils peuvent être soutenus et où il peut y avoir un accueil de leurs enfants. Et deux. Pardon, mais deux aussi, puisqu'on a tellement voulu faire croire que les psychanalystes, et en particulier les lacaniens, passaient leur temps à culpabiliser les parents. On peut peut-être simplement faire une mise au point et dire que c'est précisément pas le cas, qu'au contraire, ils sont aussi accueillis eux-mêmes au titre de ce qu'ils demandent et de ce qui peut les faire souffrir, qui sont entendus à ce titre.
On travaille au quotidien avec eux, donc. Et même au nom de leur savoir. Parce que les parents ont un savoir-faire avec leur enfant. Et c'est pour ça que Parents et psychanalyse pensent l'autisme, l'ouvrage du CERA qui a déjà été publié, c'est vraiment comment récupérer ce savoir-faire des parents qui nous enseignent tout autant. On parlait de Tammet, ses parents ont été très importants. Owen Suskind, j'ai retrouvé son nom, et Ron, ses parents étaient très importants. Et au CERA ont témoigné Mireille Battu, comment il s'appelle, belge, Laurent Demoulin. Laurent Demoulin, extraordinaire. Oui, c'est ça. Et puis un parent. Valérie Gay-Corral. Comment tout ce travail. C'est un travail en plus qui sont des parents, il faut le préciser. Sont des parents, Christine Gins, Laurence Volin, qui sont des parents qui, auprès de leur enfant, ont déployé des trésors d'invention et dont on est là pour en faire l'accueil. Pas du tout. La culpabilisation, c'est le délire, c'est les éléments de langage délirants des TCC. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Laurent, il faut vérifier, mais Laurent de Moulin témoignait, il est venu encore cette année ici aussi au CERA, témoignait justement que le savoir dont il avait à transmettre, c'est que pour beaucoup de choses, dans le rapport à son fils, il ne savait pas, justement. Il ne savait pas et qu'il était en très grande difficulté et qu'il y avait là une communauté. Il reconnaissait là une communauté avec les gens qui accueillaient son enfant ou les thérapeutes qui travaillaient avec lui. Il s'agit d'inventer. Sur la question des familles, le mouvement de désinstitutionnalisation qu'on parle, ça résonne avec ce que tu disais, Agnès. Évidemment, c'est un mouvement qui va contre les institutions parce qu'on considère que c'est ségrégatif, mais quand tu rappelais qu'avant, les enfants étaient pris dans le réseau de la famille, dans le réseau du village, c'était évidemment des familles bien plus élargies que celles qui sont maintenant et la disparition de tous ces lieux est une désinstitutionnalisation aussi. Oui, de l'institution familiale, bien sûr. Familiale, de l'institution du village. D'ailleurs, peut-être, il y a le versant positif des choses, c'est qu'on peut se demander si toutes les communautés qui se reconstituent ne sont pas une réponse à une autre forme la de disparition des communautés traditionnelles et classiques, et on verra ce que ça donnera. Enfin, c'est des nouvelles traditions, disons. C'est ce qui s'invente. Alors, je veux passer la parole à Laurent Dumoulin. Oui, j'ai été très intéressé par le fait que vous ayez rappelé la variété des formes cliniques qui sont reliées au signifiant autisme, entre ce que Kanner décrivait, ce que Asperger a décrit, et puis le fait que vous ayez souligné l'extension du domaine de l'autisme, on pourrait dire. Ça m'a fait me poser une question que je ne m'étais pas posée jusque-là. Comment vous expliqueriez que ça soit toujours, enfin, que ce signifiant-là, autisme, ait toujours un tel succès, c'est-à-dire qu'il soit encore utilisé pour décrire des expériences, des situations cliniques très, très variées. Qu'est-ce qui fait que ce terme, à l'heure même où on notait que tout un mouvement idéologique tend à lutter contre ce qui viendrait du médical au titre que c'est un savoir en position de domination, qu'est-ce qui fait que, selon vous, il y a quand même une persistance de ce signifiant-là? Et est-ce que dans les travaux actuels du CERA, vous vous êtes posé la question de qu'est-ce qui semble surgir comme nouveau signifiant qui peut-être viendrait, si ce n'est remplacer, mais au moins être une alternative au signifiant autisme? Je ne sais pas si j'ai une explication qui tient la route. Je pense qu'actuellement, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, je pense qu'actuellement, c'est encore un signifiant recherché, d'abord parce qu'il résonne avec des éléments de l'époque, mais surtout parce que je pense qu'il est alors, il y a la dimension isolement social, la dimension
comment dire, repli sur soi. Enfin, mais ce qui est le plus prévalent, je pense, c'est quand même le bout du spectre d'Asperger, c'est-à-dire les compétences remarquables. Enfin, bon, c'est quelque chose qu'on en... Alors, évidemment, c'est pas tout à fait l'autisme, mais je pense que c'est quand même relié. Actuellement, vous pouvez plus recevoir en consultation des parents qui rencontrent des difficultés, dont leur enfant, soit s'ils ont des difficultés avec leur enfant, soit que leur enfant rencontre des difficultés à l'école, sans qu'ils vous disent probablement je vais aller demander de faire un diagnostic parce qu'il est probablement haut potentiel. Et haut potentiel, c'est lié à l'autisme d'Asperger. Et évidemment, comme Éric Laurent faisait remarquer, c'est que ça se comprend d'ailleurs, c'est tout à fait différent comme signifiant d'être classé du côté du haut potentiel que de classer de quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait concurrence, je dirais, au diagnostic d'autisme actuellement, alors je ne sais pas, peut-être on va voir évoluer la chose, c'est le TADH, c'est-à-dire l'hyperactivité, l'agitation et le manque de concentration, c'est-à-dire c'est l'agitation. Alors, moi, je veux bien faire une remarque là-dessus. Vous avez 3 diagnostics concernant les enfants, le TDAH, le syndrome dépressif et l'autisme. TDAH et dépression sont des créations des laboratoires, toujours sur le même système. Ils payent extrêmement cher des professeurs de faculté. Ça, le système est partout. C'est aux États-Unis, c'est en Europe, dans chaque pays d'Europe, en France, absolument partout. Donc, ils sont payés, ils fabriquent le symptôme, le syndrome. Une fois que ça s'est fait, ça passe dans la nouvelle version du DSM, ça ne suffit encore pas, ça passe dans les classifications internationales. Une fois que c'est passé dans les classifications internationales, je vous rappelle quand même que l'OMS décide à un moment que les psychiatres n'ont pas simplement à s'occuper des pathologies mentales, mais de la santé mentale, c'est-à-dire ça devient un bien public. Le psychiatre est vraiment l'auxiliaire du préfet de police. Et donc, ça concerne absolument tout le monde. Donc, la classification internationale, vous émargez à une catégorie. Obligation légale est faite qu'on s'assure que vous allez bien. L'État doit prendre en charge ça. C'est-à-dire, quand on sort du symptôme pour devenir santé mentale, c'est-à-dire l'OMS, et vous voyez sur qui règne l'OMS, c'est vraiment énorme, on se trouve avec ça. Alors, qu'est-ce qui restait maintenant à attraper du point de vue des enfants une fois qu'on avait pris le TDAH et qu'on a une TDAH dépression? Je vous rappelle qu'à chaque fois, il y a eu la pilule qu'il fallait fabriquée par le laboratoire et que ça a été une manne financière énorme. Il restait en effet tout un champ avec des malaises différents, diffus, qui a expliqué que progressivement, à partir du DSM-3 jusqu'aux dernières versions du DSM, à chaque fois, l'autisme s'est élargi son spectre, gagné en marché, jusqu'à maintenant. Et puis, il y a le point qui me paraît essentiel que Yves a rappelé, c'est que, et le deuxième que rappelle Laurent, premièrement, c'est beaucoup moins discriminant d'être nommé autiste que d'être nommé schizo. Par exemple, je prends un exemple, ça pourrait être d'autres diagnostics de la psychiatrie classique pour enfants, voire maintenant que le woke est à l'œuvre, c'est en effet autisme, c'est encore trop, il va falloir trouver encore autre chose et ça va diluer jusqu'à ce qu'en effet il n'y ait plus rien. Donc il faut voir qu'il y a une machine, pas seulement du savoir de la science, il y a une machine économique puissante qui fait qu'aux États-Unis, toutes les grandes institutions des États-Unis, la Food and Drug Administration inclus, sont noyautées par ces labos, par ces experts, par les laboratoires pharmaceutiques. Donc, quand vous avez 2 machines de guerre comme ça, vous imaginez les psychanalystes qui proposent de parler, et bien sûr qui disent que s'il faut donner des médicaments, on le fait, ils ne sont pas inhumains, mais qu'est-ce que c'est comme rendement de parler avec quelqu'un? Ça rapporte 0. Alors que les lobbies sont sur des mannes financières avec je ne sais pas combien de dizaines de zéros. Donc, il faut peut-être avoir une idée, me semble-t-il, comme ça, quand on se demande comment l'autisme peut avoir le vent en poupe. Il y a
toute une histoire économique et scientifique. Et puis, il y a maintenant la modification avec le woke, mais avec cette difficulté que le réel est exclu. Et donc, exclu d'un côté, il va revenir en boomerang d'une façon massive de l'autre, bien sûr. Vas-y. Je pense que c'était, enfin, je ne sais pas si c'est l'explication majeure à la question de Laurent Dumoulin. Catastrophe Dumoulin. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'en tout cas aux États-Unis, il y avait cette course dont j'ai parlé à obtenir le diagnostic d'autisme parce qu'aux États-Unis, ça offre une manne financière de droit aux parents. Les parents n'ont quelquefois que ça. Quand ils ont un ou deux enfants qui vont pas bien, qui sont diagnostiqués autistes, ils sont sûrs d'avoir des revenus. Et quelquefois, ce sont des drames familiaux. Il faut avoir une idée comme ça. On voit effectivement, si on reçoit l'étiquette de schizophrénie actuellement… Ça ne rapporte pas. C'est pas bon. Voilà. Est-ce que Dominique veut bien poser une question à… J'ai été sensible à un fait que vous aviez évoqué plusieurs fois, une affinité finalement de l'autisme aux thèses cognitivistes et aux thérapies comportementales, ou plutôt que les thérapies comportementales cognitivistes pouvaient trouver un terrain privilégié dans l'autisme. Je voulais savoir si c'était quelque chose, un point que vous travaillez au CERA. Et j'ai relu un texte, c'était issu d'un cours de 2008 de Jacques-Alain Miller qui s'appelle un nouveau réel. C'est un texte formidable où il dit que finalement le cognitivisme, c'est l'identification de la machine, une évacuation du S1, un traitement des S2. Et je le mettais en lien avec ce que Jean-Claude Malval propose, c'est-à-dire l'autisme, la thèse, en tout cas ce qu'il avance, c'est la forclusion du S1. Donc voilà les deux versants de ma remarque. Oui, je pense que c'est contingent, c'est heureux de rappeler ça, mais je pense qu'il y a une connexion des symptômes autistiques avec la modalité contemporaine du rapport aux chiffres et à l'ordinateur, et à la machinisation et au fait qu'effectivement, je pense que dans ce texte, Jacques-Alain Miller dit que tout le monde, pas moi, mais enfin, tout le monde se rêve comme étant une machine. Je pense qu'il y a d'autant plus une connexion que quand même un des cas princeps de l'autisme dans le champ de la psychanalyse, c'est le cas de Joey, je ne sais pas de quand ça date, et qui justement était connecté. Très bon article, mais vraiment un très bon article de Gérard Miller qui s'appelle sur le cas de Joey, qui s'enfant de l'enfant machine à l'enfant à la machine. Je pense que les choses sont où effectivement, et donc on a les symptômes dans l'autisme de l'appareillage justement à un circuit machinique. J'ai oublié, il y avait plusieurs éléments dans votre question. Oui, alors la forclusion du S1. C'est frappant que vous dites que effectivement il y a quelque chose dans la machine de la répétition et de la répétition toujours du MAM. Alors là, c'est dans le texte qui dit la répétition de S2. En fait, oui, le cognitivisme, c'est un exclusivisme. Le cognitivisme, c'est un exclusivisme de S2. Il parle de l'homogène et de l'évacuation de l'inhomogène qui met du côté du trait unaire et du S1. D'accord. Parce que là, bon, je ne sais pas si on a le temps, c'est l'endroit pour rentrer là-dedans, mais justement dans la thèse que Jacques-Alain Miller propose dans sa préface ici de forclusion du S1, il est en discussion avec Jean-Claude Malval, parce que Jean-Claude Malval parle lui de je sais quoi, gélification, les gels des affects, du gel du S1, Jacques-Alain Miller
discute et fait remarquer que on peut geler que quelque chose du vivant et que le S1 c'est du signifiant. Donc il propose plutôt forclusion du S1. Mais il a tout un développement compliqué mais qu'il faut étudier, que justement c'est par la forclusion du S1 que se produit sa répétition par une nécessité. Sa répétition est toujours le même. Mais il n'en fait pas de S2, là, il en fait une répétition de S1, comme il dit. Et encore, dit-il que ce sont des S1 particuliers parce que ils ne font pas chaîne, dit-il. Enfin, il faut travailler. Ils ne font pas chaîne et c'est vraiment une pure itération sans lien, enfin quelque chose comme ça. Et ça, oui, ça résonne aussi quand même avec quelque chose de la machine. Enfin, la routinisation. Voilà. Merci. Est-ce qu'Agnès Bailly veut poser une question? Pas une question, peut-être une remarque par rapport à tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communautés qui peuvent dire je suis à nul autre pareil et que ça ne peut pas passer à la comptabilité au niveau de la HAS. Comment on peut compter les 1 à nul autre pareil? Oui, ça résonne avec la remarque de Laurent Dupont. À la fois, Laurent, tu disais on peut se faire entendre et il faut trouver la voie de se faire entendre. Et en même temps, on a plus difficile quand même. Bien que vous, enfin, justement, c'est vous qui avez des choses à nous apprendre parce que vous y êtes arrivé. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus complexe, évidemment, à expliquer ce qui se passe dans un livre comme ça que un protocole de répétition. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce que c'est des protocoles comportementaux. Par exemple, quand on travaille dans les institutions, quand ils sont exclus de ces protocoles, on les reçoit, mais ça s'occupe de choses. Il n'y a aucun élément clinique dans des comptes rendus. D'abord, ça fait 40, 50 pages, quoi. Et c'est vraiment l'enfant ne mangeait pas avec sa fourchette. Après 6 mois maintenant 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, il mange avec sa fourchette. Enfin, et c'est toute une série d'items de cet ordre-là. Enfin, tout le reste n'est absolument pas pris en compte. Alors évidemment, c'est plus facile à expliquer. C'est vrai que en même temps, c'est à discuter à chaque fois avec chaque institution, chaque responsable qui, quand il doit obtenir les certifications, négociera pour obtenir une certaine place pour qu'il puisse y avoir une place pour la parole. Enfin, je pense que tous ceux qui ont eu cette responsabilité d'être chef de service et d'avoir à négocier des certifications savent à quel point, au fond, on n'a pas, c'est un choix forcé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument arriver à faire passer, non pas la différence, enfin, bien sûr la différence autistique, mais aussi la nôtre de différence. Et en même temps, montrer que tout le monde s'en porte mieux et celui qui souffre et celui qui est accueilli, etc. Alors, sauf à ce que Laurent ait une question. Oui, il a une question. Une remarque. Le succès de À ciel ouvert montre qu'il est possible de toucher un public qui n'est pas forcément un public de connaisseurs sur une question aussi complexe que la pratique avec des enfants. Et quand on sait que une personne que je ne vais pas nommer a projeté son film Le Mur à l'Assemblée nationale et qu'elle a pu le faire, si nous on projette À ciel ouvert, il est possible que l'on touche les députés. Je crois que ce film est un formidable vecteur de la pratique. C'était celle du Courtil, mais qui émane de notre champ.
Merci Laurent. Yves, tu veux dire un petit mot? On va laisser les députés s'installer. Très bien. Laissons les députés. Ils seront en tout cas les bienvenus pour qu'on puisse parler avec eux. Il me reste à remercier Yves pour son remarquable travail. Et je voudrais aussi remercier mes collègues qui m'ont accompagné toute cette année. Laurent Dupont, Laurent Dumoulin, Dominique Corpelet, Agnès Bailly. Merci à chacun pour cette année de travail absolument enthousiasmante. Au revoir.